Si on voulait construire le bâtiment le plus écologique et le plus avancé d'une grande ville aujourd'hui, la dernière chose qu'on ferait, ce serait probablement de couler une immense forteresse de béton de 47 étages. Ah bah ça c'est clair, c'est vraiment le contre-exemple parfait de l'architecture verte moderne. Ouais, parce qu'habituellement, tu sais, quand on pense à la préservation des monuments historiques, on a cette image très passive. Mhm. On met le bâtiment sous cloche, on touche à rien. Exactement. On nettoie un peu la façade, on fait briller la petite plaque en bronze, et surtout, on interdit à quiconque de modifier l'intégrité du lieu. L'objectif, en fait, c'est de figer le temps. Sauf que, et c'est là tout le problème, cette approche-là, ça marche super bien pour une cathédrale ou pour un musée, Mhm. mais si on applique cette logique de préservation classique à l'immobilier commercial contemporain, on va droit dans le mur. C'est un désastre économique garanti. Totalement, un gratte-ciel, ça peut pas survivre en étant juste un artefact nostalgique. Le marché immobilier, il est brutal. Soit tu es moderne et utilitaire, soit tu deviens obsolète et tu te vides. Il n'y a pas de juste milieu. Et ça nous plonge directement au cœur de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va se pencher sur un cas d'étude qui est absolument fascinant et qui se déroule en ce moment même à Montréal. La fameuse métamorphose de la tour de la Borse. Voilà. On parle d'un mastodonte de béton armé qui a été construit en 1965 et qui entre là dans la phase finale d'une revitalisation majeure prévue pour 2026. Ouais, un projet titanesque. Et pour ceux que nous écoutent, on s'appuie aujourd'hui sur un document très détaillé qui s'intitule The Stock Exchange Tower Refreshes Itself, qui compile des données de wikiresidence.ca et infodrone.ca. L'objectif de notre plongée, c'est vraiment de comprendre l'ingénierie physique et financière derrière tout ça. Parce que c'est pas juste un ravalement de façade. Non, pas du tout. On va voir comment ce géant patrimonial tente non seulement de survivre, mais littéralement de surpasser des gratte-ciels de verre qui viennent tout juste de sortir de terre. Et l'ironie de la situation est quand même assez saisissante. Parce que pour conserver son statut d'icône financière dans le quartier international de Montréal, cette tour, elle doit accepter de changer absolument tout ce qu'elle a dans le ventre. C'est le paradoxe de Thésée appliqué à l'immobilier. Ouais, c'est un peu ça. Le projet, qui est piloté par le groupe Match avec le groupe Petra et la famille Saputo, c'est vraiment une stratégie de survie urbaine hyper agressive. On est loin du simple coup de peinture. Alors, décortiquons à fait l'anatomie de cette transformation, parce que les chiffres, ils donnent un peu le vertige. On parle de gros sous, là. Très gros sous. Le budget pour cette phase de modernisation est estimé entre 50 et 75 millions de dollars. Et le défi architectural est d'une complexité assez folle. À la base, la tour, c'est l'œuvre de Luigi Moretti et Pierluigi Nervi. Nervi, qui était un maître absolu du béton armé, il faut le rappeler. Exact. C'est lui qui a conçu ces colonnes extérieures massives qui s'élancent vers le ciel, qui sont vraiment l'emblème du bâtiment. Et c'est là que le mandat des architectes 12 ans de vie devient un vrai numéro de funambule. Les firmes MSDL, donc Menkes, Schuner, Dagenet, Le Tourneux, et Saucier plus Perrotte, avec les ingénieurs de SBSA, ils doivent moderniser la structure sans détruire cette âme brutaliste de 1965. Le béton de Nervi, on ne peut pas juste l'arracher, c'est l'identité de la tour. Pour que notre auditoire visualise bien ce qu'on essaie de faire ici, il faut oublier l'image classique des rénovations. C'est, en gros, comme essayer de faire une opération à cœur ouvert sur un patient pendant qu'il est en train de courir un marathon. C'est une image assez frappante, mais ouais, c'est étonnamment précis. Bah oui, parce qu'on garde la carrosserie vintage, celle qui fait tourner les têtes dans l'horizon montréalais, mais en dessous, on arrache tout. On remplace les artères, la ventilation, la plomberie, tout le système nerveux, et ça sans jamais faire baisser la tension artérielle du bâtiment. Parce que pendant ce temps-là, les affaires continuent à l'intérieur. Voilà. Et avant même de parler des gens qui travaillent dedans, parlons un peu de cette carrosserie, justement. Le document mentionne un truc crucial, le scellement des façades. Concrètement, comment on scelle 47 étages de béton des années 60 ? C'est le vrai nerf de la guerre, en fait. La guerre thermique. Le béton, visuellement, c'est magnifique, mais au niveau énergétique, c'est un pont thermique épouvantable. Une vraie passoire. C'est ça. En hiver, le froid glacial de Montréal voyage direct à travers le béton jusqu'à l'intérieur. Et en été, c'est la chaleur étouffante qui rentre. Sauf qu'on ne peut pas juste mettre de l'isolant par-dessus à l'extérieur, sinon on détruit l'œuvre d'art de Nervi. Ah oui, on perdrait tout le cachet du bâtiment. Exactement. Donc, l'intervention, elle est microscopique, presque chirurgicale. On travaille de l'intérieur sur l'enveloppe interne et les joints des vitrages pour bloquer ces transferts thermiques. On restaure les colonnes par l'extérieur, oui, mais à l'intérieur, on crée une véritable bouteille thermos. D'accord. Et une fois que cette bouteille est bien étanche,
On s'attaque aux poumons, la transition vers des systèmes CVAC, donc tout ce qui est chauffage, ventilation, clim, mais en version intelligente. Avec un objectif de réduction de la consommation électrique assez impressionnant. Ouais, on parle de 25 à 30% de réduction. Et ce chiffre, il a l'air un peu abstrait comme ça, mais quand on réalise l'échelle du truc, on est sur un bâtiment de plus d'1 million de pieds carrés. C'est colossal. Baisser de 30% la consommation sur 1 million de pieds carrés, c'est l'équivalent d'effacer des quartiers entiers de la grille électrique de la ville. Et c'est là qu'il faut faire le lien direct entre la mécanique et la finance. Parce que, honnêtement, pourquoi un propriétaire dépenserait 65 millions de dollars pour des tuyaux et des capteurs que personne ne voit? Bah, c'est pas juste pour sauver les ours polaires, on s'en doute. Non, c'est pas de l'altruisme. Sur le marché actuel de l'immobilier de bureau, la performance environnementale, c'est devenu un argument de vente vital. Les grandes entreprises, elles ont des politiques ESG, environnement, social et gouvernance, qui sont devenues ultra strictes. Elles ne peuvent plus justifier à leurs actionnaires ou même à leurs jeunes employés qu'elles louent des locaux dans une épave thermique. Précisément, si la tour de la bourse n'arrive pas à offrir des certifications environnementales de pointe, elle va tout simplement perdre ses locataires les plus lucratifs. Et ça, peu importe le prestige historique de l'adresse. Aujourd'hui, la valeur de la brique, elle est liée à son bilan carbone. C'est fascinant. Et c'est aussi ce qui explique la refonte totale de l'expérience physique, tout en bas au niveau du sol. Le lobby, ouais. Voilà. Le lobby principal est repensé par Saucier plus Perrotte, la signalétique est refaite à neuf, et surtout, ils optimisent l'accès direct au réseau, le Montréal souterrain, et au métro Square Victoria, OASI. Tout est fait pour que l'interface humaine soit aussi fluide que dans une tour flambant neuve. Et ça nous amène justement à ceux qui vivent dans cette machine. Parce qu'une coquille, même hyper écologique et intelligente, si elle est vide, bah elle sert à rien. Elle génère zéro revenu. Le vrai tour de force ici, c'est de réussir à retenir le monde, alors qu'il y a des tours de verre magnifiques qui poussent littéralement à 2 rues de là. Regardons un peu cet écosystème interne, parce qu'il est super intéressant. On attend entre 60 et 80 locataires distincts d'ici 2026, avec un taux d'occupation qui se maintient à 85%. C'est du solide. Très solide pour un bâtiment en travaux. Et les ancres, les locataires piliers, bah c'est du lourd. On a le groupe TMX, donc la Bourse de Montréal, qui garde son prestige dans les étages du bas. Et puis des géants comme le cabinet d'avocats Fasken Martineau du Moulin, l'Autorité des marchés financiers ou RBC Marché des capitaux. Et autour de ces grands noms, c'est une vraie ville verticale. T'as l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, qui a des espaces satellites là-dedans. C'est un sacré mélange. Ouais, t'as des consulats, des firmes de gestion de patrimoine, des boutiques en bas dans le tunnel. C'est un écosystème ultra complexe entre la haute finance et la diplomatie. Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. C'est bien beau de lister tous ces gens prestigieux, mais reprenons l'analogie de l'opération à cœur ouvert pendant le marathon. Faire des travaux de cette taille, ça implique de la poussière, des vibrations et des marteaux-piqueurs. Ouais, c'est pas le silence absolu. Et moi je me dis, le bruit d'un marteau-piqueur, ça s'accorde pas hyper bien avec la rédaction d'une fusion-acquisition à 2 milliards de dollars ou avec la régulation financière. Comment ils gèrent ce bordel? C'est une excellente question, et c'est là que la logistique devient presque de l'art. Tout est phasé. Les travaux sont planifiés à la minute près, souvent en dehors des heures de bureau, avec des techniques de confinement acoustique de pointe. Donc de la microchirurgie, vraiment. C'est ça. On permet aux avocats au 30e étage de continuer à facturer leurs clients dans le calme, pendant qu'on désosse littéralement tout le système de ventilation au 28e. D'accord, je vois l'idée. Mais il y a quand même un chiffre dans les sources qui me fait tiquer. Lequel? On parlait de 85% d'occupation. C'est bien, mais si on fait le calcul, ça veut dire qu'il reste à peu près 550 000 pieds carrés d'espace vacant disponibles par gros bloc. Ouais, c'est pas négligeable. 150 000 pieds carrés vides en plein centre financier de Montréal. Est-ce que, sous couvert de dire on fait une revitalisation, on serait pas juste en train d'assister à une hémorragie de locataires? Un échec déguisé? Je comprends tout à fait pourquoi on pourrait penser ça. C'est super logique. Mais en fait, dans la gestion immobilière de ce niveau, la réalité est super contre-intuitive. C'est pas un échec du tout. C'est ce qu'on appelle le vide calculé. Le vide calculé. Ouais, ou la rotation planifiée. Gérer une tour d'1 million de pieds carrés pendant qu'on la rénove, c'est exactement comme jouer à un jeu de taquin.
Ah, le petit casse-tête avec les carrés qu'on fait glisser pour reformer une image. C'est exactement ça. Si ton jeu est plein, tu peux rien bouger. Pour rénover en profondeur sans mettre tout le monde dehors, t'es obligé de garder des blocs entiers d'espace libre. Donc les fameux 150 000 pieds carrés. Voilà, il cible stratégiquement les étages qui doivent subir les gros travaux mécaniques. On vide un bloc, on met les gens ailleurs, on isole l'étage, on arrache tout jusqu'au béton, on installe la nouvelle clim intelligente et après, on le remet sur le marché. Ah d'accord. C'est pas qu'ils n'arrivent pas à louer, c'est que c'est l'espace de manœuvre dont ils ont besoin pour repérer la tour. C'est vital. Et le pire, c'est que c'est un double avantage. Une fois qu'un de ces étages est refait à neuf et certifié ultra vert, ça devient un produit d'appel incroyable. Pour attirer du sang neuf. Exact. Ça attire des entreprises qui, il y a quelques années, auraient même pas regardé une tour de 1965. Le vide d'aujourd'hui, c'est littéralement l'appât pour les locataires de demain. C'est super malin. Et en parlant de sang neuf, ça nous amène au choc des cultures qui se préparent à l'intérieur. Parce que si les banques et les avocats, c'est la base financière classique de la tour, il y a un nouvel acteur complètement inattendu qui vient de débarquer. Oh oui, et ça change toute l'âme du bâtiment. L'arrivée du milieu universitaire, plus précisément l'école de technologie supérieure, l'ETS, qui installe son espace génie en plein cœur de la tour. Un vrai pôle d'innovation et d'incubation. Et c'est l'emplacement qui est fou. Il s'installe précisément sur l'ancien parquet de la Bourse de Montréal. Faut imaginer le contraste pour ceux qui nous écoutent. Dans les années 70 ou 80, ce parquet, c'était une marée humaine. Des courtiers qui hurlaient, une frénésie absolue, du papier partout, le bruit du capitalisme pur et dur. Une dynamique brute qui a juste disparu avec l'informatisation. Le parquet physique servait plus à rien. Et au lieu d'en faire une banale salle de réunion, paf, ils y mettent des chercheurs, des étudiants en ingénierie, des startups. Là où les gars hurlaient pour acheter des actions, aujourd'hui, t'as des jeunes qui codent silencieusement les technologies de demain. Le choc dans les ascenseurs doit être sympa. J'imagine, hein. Le régulateur de l'AMF en costume-cravate, à côté de l'étudiant en hoodie avec son prototype de drone sous le bras. Mais au-delà de l'anecdote amusante, c'est une décision d'affaires redoutable. Le plus grand risque pour ces vieilles tours financières, c'est la stagnation. C'est de devenir des espèces de musées corporatifs. Très chics, très riches, mais morts de l'intérieur. Une belle coquille vide en somme. Voilà. En mettant l'ETS sur l'ancien parquet, les proprios empêchent cette sclérose. Ils fusionnent l'argent traditionnel avec le capital intellectuel brut. Il crée un écosystème qui s'auto-alimente. On a les cerveaux qui inventent la tech et juste au-dessus, les capitaux pour la financer. C'est ça, le bâtiment devient un acteur économique actif, plus juste un hébergeur. Mais bon, faut pas se leurrer non plus. Toute cette innovation, c'est pas juste de la philanthropie, c'est une armure qu'ils sont en train de se forger. Parce que dehors, c'est la guerre. C'est la guerre totale, hein. Le quartier international de Montréal est en pleine ébullition. Les concurrents, c'est plus juste des nouveaux bâtiments, ce sont des concepts urbains qui n'existaient pas avant. L'effet domino de la concurrence est impitoyable. Quand un nouveau gratte-ciel pose de nouveaux standards, les anciens ont le choix entre s'adapter ou mourir. Et regardons un peu la gueule des adversaires. Juste à côté, on a le C100 de la gauchetière. 28 étages, mais qui vise la carboneutralité totale. C'est un argument de malade pour les sièges sociaux. Ensuite, on a la nouvelle place Banque Nationale. 40 étages qui ont carrément déplacé le centre de gravité financier vers l'ouest du quartier. Mais le vrai danger, la vraie menace existentielle pour la tour de la Bourse, c'est les tours à usage mixte. Absolument. Et le parfait exemple, c'est Victoria sur le Parc ou le 700 Saint-Joac, à colosse de 58 étages, fraîchement terminé en 2024. C'est plus haut, ça brille plus, mais surtout, ça mélange du résidentiel de grand luxe avec des bureaux et des commerces. C'est un milieu de vie complet. Et avec le travail hybride post-pandémie, ça change tout. Victoria sur le Parc n'offre pas qu'un simple bureau, elle vend un mode de vie. Du cœur, c'est de habiter au 40e, descendre faire du sport au gym, bosser au 15e et dîner en bas sans jamais mettre le nez dehors. Comment une vieille tour de bureau de 1965, qui était conçue uniquement pour faire des transactions entre 9 et 17 heures, peut lutter contre un village vertical pareil? C'est la grande question, non? Et quand on regarde tout ça, c'est légitime de se demander, est-ce que mettre des vitres étanches, changer la clim et ramener quelques étudiants, c'est vraiment suffisant face à ces milliards investis ailleurs? Vu de l'extérieur, on pourrait en douter. Mais ça, c'est oublier la règle d'or de l'immobilier. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Exactement. L'ancrage géographique. La tour de la Bourse n'a plus besoin d'être la plus haute ou la plus brillante. Son arme fatale, celle que les nouvelles tours ne pourront jamais copier, c'est sa position viscérale dans la ville.
On parle du sous-sol. Oui, son intégration au système circulatoire de Montréal. Elle n'est pas juste connectée au réseau souterrain, elle en est le cœur historique. Elle est assise littéralement sur la station de métro. Et elle surplombe le Square Victoria, qui est une place névralgique. Donc son vrai argument de vente, c'est la friction zéro. Pour un employé qui prend les transports, il n'y a pas 5 minutes de marche sous une tempête de neige. Le métro recrache les gens directement dans les fondations de l'immeuble. C'est un luxe incroyable à Montréal. C'est inestimable et d'un point de vue urbanistique, revitaliser cette tour, c'est l'antidote parfait à l'étalement urbain. Au lieu d'aller construire toujours plus loin, on densifie et on modernise un nœud de transport existant. Donc, on préserve l'épicentre du centre-ville pour pas qu'il se vide. Si on prend un peu de recul pour synthétiser tout ça, l'histoire de ce bâtiment est quand même folle. La métamorphose de la tour de la Bourse, c'est bien plus qu'une facture de 75 millions. C'est la preuve qu'un bloc de béton de 1965 peut baisser sa facture énergétique de 30%, garder des géants mondiaux de la finance et transformer son parquet historique en incubateur technologique. Le tout au milieu d'une guerre immobilière sans pitié. Et moi, ça m'amène à une réflexion qui dépasse largement le cas de Montréal. Ça fait vraiment réfléchir sur notre notion de préservation. C'est-à-dire ? Si un vieux bâtiment patrimonial massif doit obligatoirement devenir le pôle technologique le plus intelligent du coin juste pour survivre, est-ce que notre définition de la préservation historique n'a pas complètement changé? Ah, tu veux dire qu'on le protège plus en le laissant intact? Voilà. Peut-être que la meilleure façon de protéger notre héritage architectural, c'est plus du tout de le traiter comme une relique fragile. Peut-être que la seule vraie protection contre la destruction, c'est d'obliger ce passé à devenir la structure la plus futuriste du quartier. Une préservation par l'évolution forcée, en somme. Exactement. On lui greffe des organes bioniques pour le forcer à avancer. C'est une pensée hyper provocante, mais tellement juste. On a besoin de la beauté de ces géants pour l'histoire de nos villes, mais si on refuse d'y injecter de la nouvelle technologie, ils vont juste mourir à petit feu, vidés de leurs occupants. La Tour de la Bourse, elle, a choisi l'opération à cœur ouvert pour continuer la course. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre exploration d'aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent, la prochaine fois que vous passerez devant un vieux gratte-ciel en béton, demandez-vous quelle métamorphose invisible est peut-être en train de s'opérer derrière ces murs. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans ce qui façonne notre monde.